les marchands, ce sont les méchants. Enfin, là, je dis quelque chose qui est vraiment dans l'air du temps. C'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué, regardez bien. On pourrait être tenté, par exemple, de substituer à la sphère marchande la sphère du don, en considérant que lorsque l'on donne, lorsqu'on n'est pas un marchand, alors on s'adresse directement à l'autre et on donne à l'autre dans une relation qui fonde une véritable relation à l'autre. Je veux dire par là quelque chose qui est paisible, qui crée du lien social, quoi. Le don serait à privilégier et la suppression du monde marchand, du monde des financiers, permettrait d'espérer enfin une société harmonieuse dans laquelle le lien social permettrait de vivre en paix avec les autres. C'est vraiment trop beau, enfin, vous le sentez bien, parce que dans le don, c'est pas du tout comme ça que les choses se jouent. Nous le savons tous, celui qui donne fait en sorte que celui qui reçoit hérite immédiatement d'une dette. Le donateur, lorsqu'il donne au donataire, fait du donataire celui qui a une dette à son égard. Et lorsque je reçois et qu'on m'a donné, évidemment, je suis en dette, je suis sous la dépendance de celui qui donne. Par conséquent, le don est aussi un mode de relation à autrui, qui est un mode de relation de pouvoir. Qui a le pouvoir ? Celui qui donne ou celui qui reçoit ? Évidemment, celui qui donne. On comprend du coup pourquoi nous sommes tous tentés comme ça, par une espèce de discours apparemment moral, de valoriser le don. Parce que c'est le moyen d'être le maître, mais tout en étant du côté des gentils. C'est quand même assez séduisant. Si je donne à celui qui reçoit d'une manière telle que moi qui donne, je donne sans intérêt immédiat, enfin apparent, puisque je ne tire pas un bénéfice en monnaie sonnante et trébuchante, peut-être alors que je suis véritablement dans une optique morale, mais enfin, ça ne va pas de soi. Hein. Vous savez, nous savons tous, c'est comme en amour, quoi. Vous voyez, c'est cette femme d'un certain âge qui apprend que son mari le quitte et qui sait que cette relation amoureuse va être rompue. L'échange va s'arrêter là. Hein. Enfin, tu vas pas me quitter avec tout ce que je t'ai donné. Je t'ai tout donné. Je t'ai donné mon enfance, mon adolescence, je t'ai donné ma jeunesse, je t'ai donné ma beauté, je t'ai donné tout ça, et maintenant que le temps a passé, tu veux me quitter. Autrement dit, maintenant que je t'ai donné des choses, tu as une dette envers moi. C'est pas le meilleur moyen de garder auprès de soi son conjoint, vous me l'accorderez, parce que hein, la création d'une dette, c'est engager quelque chose qui est un mode de relation à autrui, qui s'apparente quand même à un mode de rapport de force. Donc c'est plus compliqué que ce qui nous apparaissait au premier abord. Bien sûr, le don possède une qualité au premier abord, c'est que le don, comme ça n'est pas la vente, ça semble reconnaître quelque chose qui est du hors de prix. Alors que la vente monnaie tout, même ce qui est hors de prix. Monnayer son courage et devenir mercenaire, c'est oublier que le courage a peut-être une valeur qu'on ne peut pas évaluer, enfin en tout cas une valeur, mais qu'on ne peut pas évaluer en termes de prix monétaire. Un épisode de la mythologie grecque est assez éclairant à cet égard. Cet épisode est le suivant, là, de mémoire. Héraclès a tué le fils de son ancien maître d'armes. Et alors, il est puni par la pitié de Delphes, et il est puni à la peine suivante, il doit se vendre comme esclave pour 3 ans. Et le père, qui a perdu son enfant, refuse évidemment de toucher l'argent, puisque la vie de son fils n'a pas de prix. Qui va toucher l'argent ? C'est Hermès, le dieu des commerçants. Le méchant, quoi. Mais le dieu des commerçants et des voleurs. Donc lui, il va toucher l'argent. Donc la mythologie grecque nous dit quelque chose comme ça. Il y a du hors de prix, et dans la sphère du don, on est dans le domaine du hors de prix. Lorsque Platon reproche aux sophistes de se faire payer, il leur dit quoi au premier abord ? Il leur dit il y a du hors de prix, l'éducation n'a pas de prix. En réalité, c'est plus compliqué, dans le fond, hein, parce qu'il leur reproche de se faire payer. Mais attendez, il leur reproche en même temps de ne rien vendre. Hein. Les sophistes sont des marchands de vent. Les sophistes sont ceux qui proposent de belles paroles qui ne sont pas porteuses de vérité. Donc on peut dire que Platon leur reproche de vendre la vertu, mais précisément il leur reproche en même temps de n'être pas ni détenteur de la vertu, ni enseignant de vertu. Donc ce qu'il leur reproche, c'est de ne rien vendre. Il leur reproche d'être des faux commerçants, enfin des commerçants qui vendent du vent. Enfin, en même temps, Socrate, lui, quand il enseigne et qu'il n'est pas sophiste, il ne se fait pas payer. Donc ça veut dire qu'il y a bien du hors de prix. Ici, en l'occurrence, la vérité, le savoir, etc. Donc la question du don est ambiguë. D'un côté, le don semble reconnaître l'existence de quelque chose qui est hors de prix, qui a une valeur qui n'est pas marchande, mais d'un autre côté, je le dis aussi, le don engage une relation autrui qui s'apparente, qui ressemble à un mode de rapport de force, de domination de l'autre. Hein ? C'est compliqué ces histoires-là dans le fond, parce que moi qui suis professeur, je sais bien que je suis payé. Mes étudiants parfois l'oublient, mais je leur rappelle toujours à un moment donné dans mon cours que je suis payé, que je ne suis pas là de manière gratuite. Parce que si j'étais là vraiment de manière gratuite et totalement désintéressé, si véritablement je faisais mon métier comme je le fais, en mettant toute l'énergie que je peux y mettre, afin que mes étudiants réussissent de manière totalement désintéressée, au sens où je ne toucherais rien en numéraire, ça voudrait dire que mes élèves ne sont plus tout à fait mes élèves, puisqu'ils auraient une dette envers moi, dette importante, très importante. Et que par conséquent, je ne serai plus tant professeur que maître, mais maître au sens du dominus qui a des disciples. Donc l'argent,
Ça libère de la dette. D'ailleurs, nous le savons tous, le monde marchand est un monde où on liquide en permanence la dette. C'est le monde de la liquidation de la dette. Je vais acheter quelque chose, je paye. Le commerçant qui m'a vendu quelque chose m'a cédé quelque chose en contrepartie de l'argent que j'ai versé l'argent, je ne dois plus rien. Enfin, je suis libéré de la dette. Il n'est donc pas tout à fait étonnant d'observer que le progrès du monde marchand est proportionnel, en quelque sorte, à la reconnaissance grandissante de la valeur de l'individu et des droits de l'homme, quand même. Vous voyez, on commence par dire que les hommes sont libres et égaux, qu'en tant qu'individus, ils ont des droits et que ces droits-là, ce sont des droits d'individus. Et dans le même temps, on voit progresser un monde marchand qui est un monde de liquidation permanente de la dette dans laquelle l'individu est d'abord un individu puisqu'il n'est pas dans une espèce de dépendance permanente à l'égard d'autrui. La logique du don, au contraire, on comprend aussi pourquoi on la valorise, c'est bien une logique de création d'un lien social, mais création d'un lien social dans le registre de la dépendance. Alors, il faut quand même voir de plus près. Et d'une dépendance qui n'exclut pas la compétition. La rivalité, parce que le monde marchand peut présenter ce défaut d'être un monde de concurrence, de rivalité, d'opposition, etc. C'est quand même l'un des arguments qui a fait rejeter un traité européen, la concurrence libre et non faussée. Bon, donc le monde marchand, c'est un monde de concurrence. Et tant qu'à faire, autant qu'elle soit libre et non faussée. Le don, au premier abord, s'opposerait à ça. Mais c'est pas net. Est-ce que le don s'oppose à la concurrence? Est-ce que le don s'oppose véritablement à l'opposition, à la rivalité? Un sociologue du XXe siècle, qui s'appelait Marcel Mauss, a étudié un phénomène anthropologique tout à fait surprenant. Dans des tribus d'Amérique du Nord, il a observé ce qu'il a appelé le potlatch. Le potlatch, c'est une espèce de circuit, de circulation d'objets, mais dans le registre non pas du monde marchand, mais dans le registre du don que les anthropologues appellent le don cérémoniel. En gros, il s'agit de ceci, un clan offre quelque chose à un autre clan, un dîner, un repas, enfin... L'autre clan accepte. Il est obligé d'accepter, parce que refuser un don, c'est faire évidemment violence à celui qui offre. Donc si je refuse le don, c'est la guerre. Donc je suis obligé d'accepter le don. Enfin, en acceptant le don, j'accepte une dette. Ici, le clan qui a accepté d'être invité est en dette à l'égard du clan qui a invité. Il faut donc qu'il rende pour se libérer de la dette, et tant qu'à faire. Si je rends un peu plus, c'est moi qui ai la main. Du coup, c'est moi qui ai le pouvoir. Et donc, le clan qui a été reçu offre, mais en offrant un peu plus. Et du coup, le clan qui avait invité au départ est obligé de rendre en ajoutant un peu plus. Vous observez immédiatement qu'on n'est pas du tout dans le monde économique. Il ne s'agit absolument pas de chercher un quelconque bénéfice ou je ne sais quoi. D'ailleurs, c'est même contre-productif sur le plan économique, puisqu'en général, ce type de relation par le don, ce potlatch-là, finit toujours dans une espèce de ruine. On finit par donner jusqu'à n'avoir plus rien pour sauver son honneur. Et quand on ne peut plus donner, qu'on ne peut plus rendre, surtout quand on ne peut plus rendre, c'est la guerre. Dites donc la logique du don comme réponse à l'inquiétude marquée par la concurrence et la rivalité, c'est quand même un problème. Parce que là, ce que je viens de décrire, c'est un monde marqué par l'échange, relevant non pas de l'échange économique, mais du don, mais un monde dans lequel la rivalité est croissante, et dans lequel la rivalité, la concurrence, la compétition, tout cela produit quelque chose qui s'apparente à une logique guerrière, en fin de compte, à une opposition radicale.